Bonjour à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. La journée mondiale de la poste de Djibouti intitulée La Maison du Citoyen. Également dans l'actualité internationale, les chefs de l'ONU en visite en Indonésie après le séisme et le tsunami qui ont ravagé ce pays. Bonjour à tous et nous entamons ce journal avec cet atelier à l'Assemblée nationale. Les parlementaires et les élus locaux, à leur tête le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, continuent de réfléchir et de débattre sur les méthodes, étapes et moyens à mettre en place pour asseoir sur des solides bases le développement des régions de l'intérieur. Eh bien, cet atelier de réflexion de 3 jours offre ainsi aux députés et aux élus locaux l'opportunité de travailler de concert. Ainsi, cet atelier est animé par plusieurs experts européens et internationaux. Les parlementaires et les acteurs locaux et de la société civile vont partager et débattre avec les experts européens sur le développement local, le développement territorial, la gouvernance locale et la décentralisation. 6 sessions ont été planifiées au cours de ce séminaire. Le programme lancé donc hier va former les acteurs locaux et apporter une meilleure compréhension des enjeux clés sur le processus conduisant à une réelle et effective décentralisation. Eh bien, cette capacité des conseillers régionaux sur l'approche du développement territorial devant être renforcée. Cet atelier de réflexion pour une décentralisation réussie bénéficie à l'appui de l'Union européenne. Je vous en parlais en début de ce journal, la journée mondiale de la poste de Djibouti a bien évidemment célébré aujourd'hui à l'instar du monde la journée mondiale de la poste sous le signe livrer du bien au monde entier. Ce 144e anniversaire est une occasion de rappeler le rôle important que joue le secteur postal dans le développement et l'amélioration des services fournis aux citoyens, en particulier les services numériques ainsi que sa contribution au développement économique et social. En effet, le poste peut s'enorgueillir d'être le moyen de communication le plus ancien qui joue toujours un rôle clé dans la transmission des informations et de marchandises. Cette cérémonie s'est déroulée au siège central de la Poste de Djibouti et a vu la participation de l'ensemble des employés de la Poste avec à leur tête le directeur général Bahnan Ali Meidal. La cérémonie a débuté avec l'arrivée du ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, accompagné de son secrétaire général. Le ministre a été accueilli par le directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Meidal. D'emblée, le ministre a procédé à la visite des différents stands dressés à cette occasion. Le ministre a pu apprécier la qualité de travail des employés et des partenaires de la Poste de Djibouti dans la diversification et la proposition des différents services offerts aux clients. Eh bien, les évolutions technologiques récentes peuvent permettre en effet au secteur postal traditionnel de se renforcer et de remettre donc en cause et d'offrir désormais une gamme de nouveaux produits à valeur ajoutée. Grâce à la mise en place progressive du système de communication e-post dont l'exploitation ouvre des perspectives favorables en matière de qualité de service, d'autonomie, de rentabilité. Durant cette cérémonie commémorant la journée mondiale de la Poste, des lots ont été remis aux différents clients, ceux qui ont été les plus fidèles. Les lots ont été remis par les officiels présents, dont le secrétaire général du ministère de la Communication, le directeur général de la Poste de Djibouti et le directeur adjoint à l'information de la RTD, ainsi que le représentant du directeur général de la RTD. De la poste de Djibouti est âgée aujourd'hui de 144 ans et le thème choisi cette année, c'est la confiance et des retours. Donc je souhaite plein succès à cette journée au directeur de la Poste ainsi qu'au personnel qui est présent ici. Le sentiment, effectivement, dans le temps, il y a eu une vraie défiance de la part des usagers de la Poste
vis-à-vis de la Poste. Et aujourd'hui, nous constatons qu'avec la politique actuelle menée par la direction générale, nous assistons à un retour de la confiance de l'ensemble de la population et surtout une innovation des produits proposés aujourd'hui par la Poste de Djibouti. Donc je suis très heureux d'être avec l'ensemble du personnel ainsi que la direction générale de fêter cette journée dignement. Et dans une interview que nous a accordée donc à l'issue de la remise de ce lot, le secrétaire général du ministère de la Télécommunication a revu sur l'importance de la Poste dans la société djiboutienne. Interview que je vous propose de regarder. Nous fêtons la journée internationale, la journée mondiale des postes. Donc nous sommes très heureux de fêter cette journée. En plus, nous sommes la plus ancienne institution. Même au niveau mondial, la Poste fête aujourd'hui son 144e anniversaire. Donc aujourd'hui, nous avons voulu organiser une petite journée de présentation de nos produits. On a appelé quelques partenaires, quelques sponsors. Et nous avons surtout voulu montrer le côté festif de cette journée. Et donc, nous voulons aussi montrer que la Poste revient, que malgré les nouvelles technologies, malgré l'essor des TIC, la Poste aussi a innové. Voilà, les postes innovent, les postes pour survivre innovent. Il y a la baisse du courrier traditionnel, mais il y a l'augmentation du e-commerce par exemple. Donc nous avons lancé un produit e-commerce. Donc les gens, nous leur permettons d'envoyer des colis, de commander sur Internet et nous transportons leurs colis. Nous avons aussi fait un système d'adressage mobile. Nous lançons aussi un système comment on appelle ça, de produits innovants. Et donc ceci pour montrer à la population djiboutienne en particulier que les postes dans le monde et à Djibouti surtout sont au diapason du mouvement des innovations et nous ne sommes pas en reste à ce niveau-là. Donc on essaie par notre réseau qui est de 10 agences au niveau national de pouvoir atteindre tous les Djiboutiens où qu'ils soient. Alors, nous avons lancé un partenariat avec une jeune start-up qui s'appelle Virtuelle Solutions et nous voulons en fait avoir un service clientèle efficace. Donc eux, ils nous proposent ce qu'on appelle un call center, ce qu'on appelle call center dans le monde. Donc nous les avons abrités chez nous, nous aidons leur essor en même temps et nous remercions particulièrement la Djibouti Telecom qui, grâce à leur appui technique, ont pu permettre cela. Et cela permettra de pouvoir d'offrir que les clients puissent appeler un numéro gratuit et pourront faire des réclamations, pourront avoir des informations sur des produits postaux, etc. Donc nous sommes très contents de pouvoir aussi participer à la croissance aussi des PME et aussi à l'emploi dans le pays. C'était l'intervention du directeur de la Poste. À présent, je vous propose de suivre quelques réactions des participants. Je suis responsable marketing et communication des centres d'appel intitulé Djibouti Call Center, comme vous voyez sur les stands. Et c'est le premier centre d'appel de Djibouti. C'est une start-up, une petite start-up spécialisée dans la relation de gestion des clients entre l'entreprise et ses clients. En fait, on est comme intermédiaire. Et actuellement, nous visons les marchés, les sociétés de la place. Et ultérieurement, dans les années à venir, nous viserons aussi les entreprises étrangères. Pour l'instant, dans les cadres de création d'emplois, nous avons déjà recruté 25 individus, personnes. Et nous comptons élargir l'effectif jusqu'à 200 personnes l'année prochaine, à partir de l'année prochaine. Je suis chargée de la protection de l'enfance à SOS Village d'Enfants. SOS Village d'Enfants est une organisation qui travaille au profit des orphelins, des enfants en situation de vulnérabilité, des enfants abandonnés. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on leur propose une situation de famille. C'est-à-dire que, par exemple, au village de Tadjoura, on a 10 maisons et il y a une femme qui joue le rôle de maman. Elle s'occupe de ces enfants-là à plein temps. On leur donne l'accès aux services de base, éducation, santé, nourriture, vêtements, tout. Alors, on est en partenariat avec la Poste de Djibouti. C'est un partenariat qui a commencé il y a longtemps. La dernière collaboration qu'on a eue avec la Poste de Djibouti, c'était un timbre acheté, un enfant habillé. C'était en l'occasion de la Eid al-Adha passée. Donc c'est une collaboration très fructueuse avec la Poste. Également dans l'actualité, cet atelier de formation sur la politique économique de l'énergie continue toujours au Palais du Peuple.
Eh bien, cette formation, placée sous l'égide du ministère de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, en collaboration avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable et en partenariat avec ENDA Énergie, cette session de formation a pour objectif de doter les acteurs du secteur de l'énergie et de les outiller, donc a besoin afin de se doter d'une politique énergétique et en assurer ainsi une mise en œuvre réussie. Aujourd'hui, un changement de modèle énergétique s'impose en Afrique pour des raisons de souveraineté énergétique, d'équité et d'accès aux services énergétiques. Chaque année, pour les différentes régions africaines, d'abord c'était en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans l'océan Indien. Et aujourd'hui, on est au niveau de l'Afrique de l'Est, qui regroupe durant ce cours une trentaine de participants venant de plusieurs pays, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Cameroun. C'est justement pour renforcer l'expertise de ces pays, permettre aux participants d'avoir une meilleure compréhension des enjeux énergétiques. Et cette dépression nuageuse pouvant se former, un cyclone se forme en mer d'Oman. Une profonde dépression nuageuse pouvant se former est un cyclone qui se développe dans l'ouest de l'Inde et en mer d'Oman. Les spécialistes ont déjà baptisé cette formation nuageuse qui pourra se transformer en cyclone tropical. Ils l'ont dénommé Luban. Selon le directeur général par intérim de l'Agence nationale de météorologie, Mohamed Ismail Nour, ce cyclone se trouve actuellement à 990 km à l'est de Salah à Oman et à environ 880 km de l'île de Sokrata. Cette progression risque d'accélérer et de s'intensifier pour toucher les côtes sud d'Oman et du Yémen dans les prochains jours. Écoutons pour plus ample explication les propos du directeur général par intérim de l'Agence nationale de la météorologie. Une profonde dépression qui se trouvait dans la mer de Oman s'est transformée en un cyclone tropical nommé Luban. Il se trouve dans la mer de Oman, il se dirige vers le nord du Yémen et les côtes de Oman. Il est à 880 km de Socotra et 990 km de Salalah. Je demande à la population djiboutienne de ne pas s'inquiéter car nous sommes à l'abri de cette tempête tropicale. Et toutes les informations possibles dans les heures prochaines seront fournies par l'Agence nationale de la météorologie. Je voudrais demander que la population djiboutienne de s'informer auprès de notre Agence nationale de la météorologie au téléphone 34 05 00. Vous aurez les dernières informations de la tempête tropicale Luban. Et cette rencontre, notre ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Riyad Diadine Bamakhrama, a rencontré hier dans son cabinet le ministre des Affaires islamiques du Royaume d'Arabie Saoudite. Eh bien, les discussions ont porté sur les relations bilatérales ainsi que la coopération dans le domaine des affaires islamiques entre les deux pays frères. Et retour à Djibouti, les gardes-côtes djiboutiens participent donc à une opération de collecte des sons. Une cinquantaine de gardes-côtes djiboutiens avec à leur tête le colonel Waes Omar Bogoré, commandant de l'unité, ont participé hier à une opération de collecte de dons de sang au sein de l'hôpital Pelletier. Cette action humanitaire et solidaire vise à répondre aux besoins de la population donc djiboutienne en approvisionnement de sa banque de sang. D'autres gardes-côtes devront suivre pour remplir près de 400 pochettes de sang. Centre national de transfusion sanguine de Djibouti, notamment à l'hôpital des Pelletiers, c'est le 8 octobre 2018. On vient de commencer une opération intitulée La semaine du don de sang, fournie par la garde-côte djiboutienne, et sous les instructions de notre colonel Waes Omar Bogoré, son excellence, qui, grâce à sa volonté personnelle, qui a toujours donné
un grand effort à la population djiboutienne et a mis à disposition la garde-côte djiboutienne pour participer sur tous les domaines, que ce soit sécuritaire, sanitaire, et ainsi aujourd'hui, donner du sang veut dire donner la vie. Donc pour cela, on vient de commencer une première opération. Et dans le cadre de la campagne de lutte antivectorielle, l'Institut national de santé publique a entamé une vaste opération de pulvérisation spatiale d'insectes dans les 5 régions de l'intérieur. Eh bien, cette opération devant se poursuivre jusqu'au 23 octobre prochain. Cette campagne de pulvérisation a débuté dans la région d'Ali Sabieh. Elle sera poursuivie pour atteindre Dikil, Tadjoura, Obok et enfin Arta à raison de 3 jours par région. Objectif de ces opérations préventives mises à se prémunir en amont des risques d'apparition de fièvre paludique, les gîtes lavraires de moustiques devant être ainsi fortement réduits, tout autant que la prolifération de mouches et d'autres insectes nuisibles vecteurs de transmission des maladies. Il est l'heure à présent de suivre l'appel de la prière d'Al-Asr. Je vous retrouve tout de suite après. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr, suivant à présent ce reportage sur l'école franco-islamique Al-Najah. L'école islamique dénommée Al-Najah a été créée en 1935 par la famille Koubèche. Elle a été la première école privée enseignant gracieusement l'arabe et la culture islamique à Djibouti. Suivez ce reportage de notre confrère Mohamed Jaber. À l'initiative généreuse de feu Ali Mohamed Koubèche, l'école islamique dénommée Al-Najah a été créée en 1935, soit 42 ans avant l'indépendance nationale. En effet, depuis plus de 8 décennies, cette école offre de bons services éducatifs aux enfants djiboutiens, garçons et filles, à partir de la maternelle, en passant par le primaire et le collège jusqu'au secondaire. Cet établissement scolaire a mené à l'ère coloniale tous les efforts pour éduquer et diffuser la culture et la science islamique ainsi que la langue arabe pour préserver l'identité arabo-islamique de la République de Djibouti. Le fondateur de l'école, Ali Mohamed Koubèche, était non seulement un homme généreux, mais courageux, parce qu'il a réussi sans craindre le colonisateur qui essayait par tous les moyens de détruire la langue arabe et la culture islamique et de remplacer la culture française, d'établir cet établissement scolaire qui existe depuis toujours. Des milliers d'étudiants, dont beaucoup d'entre eux occupent aujourd'hui des postes de responsabilité de haut niveau dans des institutions publiques ainsi que dans les établissements du secteur privé, sont diplômés de ce prestigieux édifice éducatif. Cette école se distingue des autres établissements d'enseignement arabe du pays, sa langue histoire ainsi que son emplacement près du centre-ville de Djibouti, mais aussi ses corps enseignants qui ont 20 enseignantes dont 10 femmes enseignants. L'école Al-Najah a contribué toujours aux efforts visant à soutenir la présence de la langue arabe et à renforcer le statut de cette langue au sein de la société djiboutienne. Le nombre d'étudiants dans l'école est actuellement estimé à différents niveaux, dont plus de 250 étudiants âgés entre 4 et 17 ans. Je suis très content d'avoir rejoint l'école Al-Najah après l'achèvement de l'école primaire et je profite de cette occasion pour saluer les efforts entrepris par la direction de l'école pour créer une atmosphère appropriée et assurer le succès du processus éducatif. Je souligne d'autre part l'importance des activités culturelles et sociales organisées de temps en temps par l'école. Comme ceux des écoles privées arabes à Djibouti, l'école Al-Najah joue un rôle majeur en inculquant la culture islamique en approfondissant l'affiliation arabe parmi la population djiboutienne. J'affirme la ferme volonté de l'école d'organiser la formation continue en faveur des enseignants, de leur offrir l'expertise et les compétences nécessaires pour élever le niveau de connaissance des étudiants. En effet, l'école organise chaque année de 4 à 6 sessions de formation dans le but de fournir aux enseignants les compétences requises et les dernières méthodes d'enseignement. Rappelons que l'école a récemment créé un site web. Toutes les informations sur les étudiants sont incluses en vue de communiquer avec les parents d'élèves et de renforcer le lien entre l'école et la maison et l'école.
Ainsi, les parents d'élèves peuvent suivre les performances scolaires de leur enfant via ce site selon la direction. Il convient donc de noter que cette institution se réjouit de l'établissement des relations bilatérales avec les écoles internationales afin de trouver des jumelages avec l'école islamique de Djibouti, Al-Najah. Et pour clore l'actualité nationale, nous allons parler de cette formation dans le cadre du projet de promotion de l'emploi des jeunes et de l'artisanat et de plusieurs précisément concernant la composante de 2 axé sur l'intégration à la chaîne de valeur des femmes artisanes. La DDS a effectué en collaboration avec l'ONG AID, 3 artisane, un voyage d'échange en Éthiopie du 24 au 30 septembre afin de visiter certains magasins de produits artisanaux et de développer éventuellement les partisanes djiboutiennes. Plusieurs femmes artisanes ont pu bénéficier d'une formation axée sur les techniques de coloration de vannerie, finition pour le perlage de la vannerie, mode d'organisation des foires commerciales, des délégations été composé de 5 femmes artisanes issues du PK12 d'Emerjog, Ali Sabié et Tadjoura, 6 facilitatrices du projet. Le projet en sa totalité vise à faire face aux contraintes liées à l'innovation du développement et à la commercialisation des produits locaux. Et dans une patience qui domine l'actualité à travers le monde avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ferdous, bonjour à vous. Nous allons donc parler de l'Indonésie avec cette visite du chef de l'ONU en visite en Indonésie après le séisme et le tsunami. Effectivement, Ferdous, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est envolé hier soir pour l'Indonésie où il participe à des sommets internationaux à Bali et se rendra dans la région de Palu où plus de 1900 personnes ont été tuées par des séismes et un tsunami. À Bali, il participera, Ferdous, d'abord au sommet des dirigeants et l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, puis rencontrera annuellement du Fonds monétaire international, le FMI, de la Banque mondiale, a précisé son porte-parole. Le chef de l'ONU rencontrera également le président de l'Indonésien, Joko Widodo, et d'autres dirigeants des pays de l'ASEAN. Le développement durable, les changements climatiques et la famine seront les principales questions abordées lors des sessions du FMI et de la Banque mondiale. Et au Cameroun, Samatar appelle au calme du parti au pouvoir en attendant donc les résultats de la présidentielle au plus tard le 22 octobre. Effectivement, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le PRDC au pouvoir, a lancé un appel au calme alors que le pays, dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle organisée la veille. Cette réaction survient à quelques heures après que l'opposant Maurice Kamto, candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a revendiqué sa victoire à la présidentielle. Il a indiqué que j'ai reçu du peuple un mandat clair que j'entends défendre jusqu'au bout, a-t-il lancé. M. Koito a fait part de la surprise, de l'indignation et de la préoccupation du gouvernement face à de telles déclarations irresponsables qui vont à l'encontre du code électoral, lesquels stipulent que le Conseil constitutionnel est seul à habilité à proclamer les résultats dans les 2 semaines suivant le scrutin, soit au plus tard à Ferdous le 22 octobre prochain. Et cette réunion en Europe, Samatar, axée sur la politique migratoire et lutte contre le terrorisme. Effectivement, Ferdous, Édouard Philippe, le Premier ministre français, a déclaré le soir le ministre italien de l'Intérieur, le dirigeant de l'extrême droite Matteo Salvini, a œuvré à une opposition commune européenne sur l'immigration en œuvrant à Lyon une réunion dite du G6 du 6 ministres des pays européens. Le Premier ministre français et le ministre de l'Intérieur par intérim, dans l'attente d'un remaniement, a promis un échange franc et direct avec le ministre italien, artisan d'une politique anti-immigration qui suscite des fortes critiques européennes et notamment de la France. La France pousse notamment Ferdous, le gouvernement italien de Giuseppe Conte à mettre en œuvre l'accord sur le européen trouvé à Bruxelles en juin pour les centres et contrôler aux portes d'entrée des migrants dans l'Union européenne, ainsi qu'à abandonner sa politique des portes fermées aux bateaux des migrants. Édouard Philippe remplace hier soir le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérard Collomb pour un dîner de travail avec le ministre de l'Intérieur et 6 pays du G6, le Royaume-Uni, rappelons-le, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et la France.
Et pour terminer ce matin, nous allons parler sport et notamment du Ballon d'Or. Qui sont donc les nominés cette année? Eh bien, Ferdous, c'est le trophée individuel le plus prestigieux pour un footballeur. Le Ballon d'Or sera remis à Ferdous, rappelons-le, le 3 décembre prochain. Et la France Football a donné lundi soir la liste de 30 prétendants qui tenteront de succéder à Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real de Madrid et finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie. Luka Modric s'impose comme le principal favori. Meilleur buteur de la dernière saison du Premier League, l'Égyptien Mohamed Salah réalise un début de saison décevant avec son club, il faut le dire, de Liverpool. Côté français, Ferdous, 3 champions du monde sortent du lot. Le phénomène, 19 ans, Kylian Mbappé, le défenseur du Real de Madrid, Raphaël Varane, et enfin l'attaquant du l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Nouveauté cette année, le meilleur joueuse de la meilleure et jeune du moins de 21 ans seront également primés. Ferdous. Suspense donc jusqu'au 3 décembre prochain. Merci Samatar, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.